NJT Live présente en direct du Game Camp. Et donc on continue ce live en direct du Game Camp à Lille et je suis accompagné de Cédric Lagarrigue qui est Bonjour. Le président de Focus Home Interactive. Tu peux dire Focus, c'est plus rapide. C'est pour ça qu'on a choisi un nom long pour que les gens retiennent que Focus. Voilà. Mais alors du coup, il y en a pas mal qui galèrent. J'ai remarqué. Pour les connaisseurs. Donc, eh bien, je te laisse te présenter. Ça fait un paquet de temps que du coup tu es le président le directeur. J'ai l'air si vieux que ça. Non, ça fait un petit moment. Ouais, effectivement, Focus, c'est une société qui existe depuis 95. J'étais pas là à son démarrage. On est éditeur maintenant depuis un peu moins de 10 ans. On a vraiment démarré l'édition avec des jeux comme Trackmania, Blood Bowl, avec l'internationalisation de la boîte. Donc on est vraiment devenu éditeur depuis une dizaine d'années. Donc Focus est une société qui est le 3e éditeur français derrière Ubisoft et Gameloft. C'est une société qui est rentrée en bourse en février 2015 aussi avec un très joli parcours boursier. On édite aujourd'hui principalement des jeux français. On fait le Vampire de Dontnod, les jeux de Cyanide, Blood Bowl, Styx, Call of Cthulhu. On travaille avec Spiders, on travaille avec beaucoup de studios, de très bons studios français, et aussi quelques studios indépendants étrangers, comme récemment The Surge par Deck Dreitzen. Ce sont des Allemands. Voilà. D'accord. Et c'est une volonté de travailler avec des acteurs français, de les soutenir en fait. Ouais, bien sûr, je pense qu'on a déjà Focus existe en France, et si on est éditeur, c'est tout simplement parce qu'à un moment on a rencontré un studio français. Au début, Focus faisait des jeux, on était distributeur et on faisait l'acquisition pour la France de jeux. Donc qui était développé par des étrangers. On a commencé avec un jeu russe qui s'appelait Sudden Strike, qui a été un énorme succès, un jeu de stratégie Seconde Guerre mondiale. C'était un des premiers jeux de Seconde Guerre mondiale à sortir. On a enchaîné avec un jeu ukrainien qui s'appelait Cossacks, European Wars. Oui. On a vendu 500 000 en France, donc on était une toute petite société. Et tout d'un coup, il y a eu un éclairage sur notre société qui a fait qu'il y a un petit studio français qui s'est dit tiens, mon jeu, personne n'en veut, peut-être que eux, ils ont l'air malins et je les connais pas. Donc le studio, c'était Cyanide, et le jeu qu'ils venaient nous présenter s'appelait Cycling Manager. Et c'était un jeu dont personne ne voulait. Et il avait absolument besoin de trouver un éditeur, et ça a été donc notre première rencontre avec un studio de développement français qui sont devenus des amis, et à travers cette relation on a vu tout ce qui manquait au studio français en termes de représentation à l'international, de financement, de distribution, de marketing, de communication, de compréhension de ce qu'ils faisaient. Et Focus s'est construit vraiment autour de cette vision, et aujourd'hui je dirais qu'on est le partenaire idéal pour beaucoup de studios dans le monde indépendants, qu'on est vraiment le complément d'un studio de développement. On fait pas les jeux vidéo chez Focus, on les édite, on les finance, on les produit, on les distribue, on fait la com. Voilà, c'est un énorme boulot, mais on laisse le talent à ceux qui l'ont, et je pense qu'on les aide à gagner souvent. Et donc du coup, depuis, vous continuez à soutenir beaucoup les studios français, oui, avec Blood Bowls 2, Styx. Même des plus petits, on a aidé, on a fait Shyness récemment d'Enigami, qui est un studio du coin, puisqu'on est à Lille. On a fait Season After Fall de Swing Submarine. On a fait Ethereum de Tindalos, qui même s'il n'a pas marché, ça nous a permis de les faire aller après sur une grosse licence Games Workshop, Battlefield Gothic. Oui. Donc on travaille aujourd'hui avec les meilleurs studios français indépendants, mais également avec des jeunes pousses. On va aller vraiment chercher les jeunes talents avec l'idée de les faire grandir et de leur donner accès à un marché qui est hyper difficile, c'est-à-dire la console, l'international. Voilà. Chaque studio s'est toujours retrouvé grandi après en partenariat avec vous Chaque studio ? Oui, à chaque fois. J'ai pas entendu la question. Oui, chaque studio s'est retrouvé toujours grandi après un partenariat avec vous ? Souvent, oui. Ouais, souvent, bien sûr. Cyanide aujourd'hui, c'est un des plus beaux studios français. On a commencé avec Cycling Manager. Je peux prendre l'exemple de Spiders également. On a commencé avec un tout petit jeu qui s'appelait Ferry, et ils ont fait, c'est notre 6e collaboration. Ils sont une 50aine aujourd'hui sur Paris. Ouais, les studios grandissent à nos côtés. Cyanide et Spiders, sont des noms qui reviennent souvent chez vous. Ouais, tout à fait. Ouais. Maintenant, il y a Tindalos, c'est pareil. On les a mis sur un petit jeu. Ils étaient une dizaine à l'époque. Maintenant, ils font Battlefield Gothic, qui a été un des plus gros succès sur PC l'année dernière. Aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, et puis ceux qui ne travaillent plus avec nous, ne grandissent pas forcément non plus. On a vu aussi des studios avec qui on a arrêté de bosser pour différentes raisons. Ils ont pas forcément grandi, continué derrière avec toute la réussite qu'ils avaient pu rencontrer à nos côtés. Et c'est toujours malheureux.
Alors, au niveau des dernières sorties de chez Focus, je pense notamment à The Surge avec Deck 13. Deck 13, hein, ils sont allemands. Comment ? 13, c'est de l'allemand. Non, je rigole. C'est Deck 13, tu peux dire Deck 13. Deck 13, ok. Je pense à Styx, Shards of Darkness, le Call of Cthulhu qui est prévu pour le... Qui est prévu pour la fin d'année. Ouais, 4e trimestre. Space Hulk, Deathwing, Vampire. Pas mal de grosses sorties pour cette fin d'année, notamment entre Vampire et... Ouais, bah on a bien commencé l'année avec Styx qui est sorti, hein, Shards of Darkness qui a été extrêmement bien accueilli, The Surge qui est sorti le mois dernier, qui est un joli carton aussi. Ouais, on a une grosse fin d'année avec Vampire, Call of Cthulhu, Space Hulk, mais aussi on va sortir Farming Simulator sur Switch, sur la console de Nintendo. En plus, on est un peu tout seul parce que peu de gens croyaient au succès de la Switch. Nous, on y croyait, donc on a mis un peu notre jeu phare, Farming Simulator, qui est vraiment un ovni sur le marché, mais qui se vend à des millions d'exemplaires. Ils se vendent beaucoup, notamment en Allemagne. Ah non, ça c'est une légende, ça. C'est une légende, au tout début, ouais, mais ils se vendent dans le monde entier. Okay. L'Allemagne aujourd'hui, on le vend beaucoup plus aux États-Unis. Ils se vendent énormément en France. En France, on a dû faire. En France, il fait partie des, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais l'année dernière, c'était la 15e vente française en jeu vidéo. Ouais, les gens ignorent tout ça, mais on a quand même vendu 7 millions d'exemplaires. Hein. C'est beaucoup plus que n'importe quel blockbuster, que beaucoup de blockbusters. C'est un succès mondial, vraiment, et qui a aidé à financer beaucoup de jeux français. Et qui nous a aidé aussi à développer tout ce catalogue, hein, parce qu'on est des gamers, et ça a été un accélérateur de croissance pour Focus et aussi tous nos partenaires. Bien sûr, sans succès, il n'y a pas de rentrée d'argent. Sans rentrée d'argent, vous ne pouvez pas financer d'autres projets. Voilà, bien sûr. Je suis un entrepreneur. Je pense que tous ceux qui sont entrepreneurs et qui ont envie de l'être, c'est la clé, c'est le financement. Hein, c'est avoir de l'argent pour justement être capable de soutenir des projets. C'est ce qu'il y a de plus important, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà. Il y a eu la bourse, il y a eu Farming Simulator. Il y a eu les résultats, il y a eu des très grands succès. Il n'y a pas eu que Farming Simulator, bien sûr. Il y a tous les jeux qu'on a cités, faits avec ces studios français qui ont eu aussi beaucoup de réussite. Et tout ça nous aide à monter en gamme, monter en puissance avec des jeux. Là, on le voit avec des Surge, Vampire. On arrive avec des productions encore plus importantes qui intéressent encore plus de monde. Vampire attire beaucoup. Hein, c'est un nom qui revient vraiment beaucoup. Call of Cthulhu aussi. Hein. Call of Cthulhu, il y a une énorme attente sur Call of Cthulhu, Vampire. Plague Tale, on a signé avec Asobo récemment, qui est un studio bordelais excellent, qui jusque-là faisait des jeux pour Pixar, Microsoft, c'est eux qui ont fait HoloLens, qui font toute la techno, tout le catalogue. C'est un énorme studio bordelais. Donc ils avaient une œuvre originale, ils avaient envie de la porter. Bon, ils ont choisi Focus, ça fait plaisir. Hein, pour vraiment, ils font beaucoup de work for hire. Et là, ils avaient un projet qui leur tenait vraiment à cœur. Et ils nous ont choisi pour les accompagner. Génial. Studio français, toujours génial. Produit par des Français, ça c'est cool. Bah c'est bien, ouais. Et puis le jeu vidéo marche bien en ce moment parce que là on parle des studios qui travaillent avec Focus, mais il y en a d'autres aussi qui réussissent. Je pense notamment à Northgard, Dead Cells, qui sont des petites productions indépendantes, qui sont quelques-uns des plus beaux succès de l'année sur la plateforme Steam. Enfin, moi personnellement, j'ai joué énormément aux deux jeux, surtout à Dead Cells. Je dois avoir une 40 heures sur ce jeu qui m'a rendu un peu dingue, jusqu'à ce que je saisisse bien toutes les règles. Mais voilà, il se passe quelque chose en France. Exigeant Dead Cells. Ouais, j'adore. J'ai sorti quand même des jeux de masochistes en début d'année entre Styx et The Surge. C'est quand même des jeux à un certain niveau de voilà, donc ça fait aussi partie d'un besoin. Je trouve que les gens en ce moment de jouer à des jeux un peu plus durs. Je trouve que le jeu vidéo c'était casualisé et finalement tous les vrais joueurs sont allés sur PC sur des jeux un petit peu plus ardus. Et là on voit effectivement le jeu exigeant revenir avec des Nioh, des Dark Souls, des The Surge. Voilà, ça revient un peu et je pense que les gens avaient besoin de souffrir un peu manette en main ou devant leur PC parce que c'est vrai que ça avait tendance à devenir un peu trop simple. C'est ça en fait, c'est pas que je pense à Dark Souls, c'est pas que la difficulté a élevé en fait, ça a été la difficulté d'antan Legacy quoi en fait, c'est plutôt que ça s'est casualisé avec des difficultés beaucoup plus accessibles. Alors l'accessibilité c'est pas mal en soi pour en tout cas que certaines personnes puissent toucher un peu aux jeux vidéo, mais c'est pas une fin en soi non plus. C'est important. La difficulté, c'est important quand même pour prendre du plaisir, avoir le sentiment d'avoir réussi à surpasser, à se dépasser et avoir des skills, c'est vraiment important dans le jeu vidéo et ça manquait un peu. En plus, c'est marrant parce qu'en plus, c'est un sujet qu'on parlera à l'antenne d'NGT Live tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée. Comme quoi, c'est un sujet important. Laisser aux autres alors. C'est un sujet. Non, mais c'est un sujet important. Donc, j'ai cru comprendre. Tu joues à tous les jeux que Focus produit ?
Oui, quand même. Je suis quand même à... Ça paraît peut-être une question bête, hein, mais on s'imagine, c'est une entreprise, c'est dirigé par des personnes, des businessmen qui s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo, qui investissent de l'argent, et du coup c'est un moyen de mettre un peu plus de lumière sur les personnes qui dirigent une entreprise comme Focus. Ouais, mais Focus, ça reste une petite société, hein. C'est une société de passionnés, on est 100 salariés. Moi, si tu veux, depuis le début dans cette boîte, j'ai créé le catalogue. Quand je te parle de Cossacks, Sunstrike, c'est les jeux que moi j'allais chercher. Farming Simulator, j'y ai cru aussi, si tu veux. Bon, j'ai un impact dans le catalogue qui est assez important, et en plus les patrons de studio que je viens de te citer sont la plupart des amis aujourd'hui. Donc effectivement, on réfléchit à quoi doit ressembler un jeu vidéo, comment le faire ensemble, les objectifs, les choses comme ça. Ouais, t'as intérêt de jouer, t'es obligé de jouer. Si tu joues pas, tu perds ton truc. Et alors soit effectivement t'as réussi à mettre en place des équipes édito qui sont capables, elles, de faire évoluer ton catalogue. Parce qu'un éditeur, c'est quoi la clé? C'est son catalogue, tout simplement. C'est quel catalogue, quelle va être sa proposition, comment il va se renouveler et comment il va être en phase avec les attentes du public, des joueurs, tout simplement. Donc ouais, c'est beaucoup plus important de savoir comment faire un jeu et le vendre, hein, plutôt que de savoir faire un bilan et ce genre de choses, quoi. Donc j'ai des gens très bien chez Focus qui savent le faire, et voilà. Mais voilà, je reste un passionné de jeux vidéo, et le jour où je ne jouerai plus aux jeux vidéo, j'arrêterai le jeu vidéo. D'accord, t'arrêteras. Ah oui, carrément. Le jeu vidéo. Bel esprit. Et on parlait tout à l'heure à 14h l'avenir du jeu vidéo indépendant, et notamment avec Steam Direct, la fin de Greenlight, etc. Est-ce que tu penses que ça a un impact, par exemple? Ouais, bien sûr. Je pense que après, il y a des choses qui sont compliquées. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu le mobile aussi, hein. Tu parles de Steam, mais il y a eu le mobile, la console aussi également, avec qui a été ouverte par le Xbox Live avec Microsoft il y a quelques années. Là, il y a eu des efforts aussi pour que des studios indépendants arrivent sur Xbox One et PS4. La VR aussi était très ouverte aux studios indépendants. Après, c'est extrêmement difficile. Ça reste un marché difficile. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que ça coûte de plus en plus cher de faire des jeux. Ça, c'est quelque chose, faut pas se leurrer, mais il y a toujours la possibilité, et il y a énormément d'exemples. Enfin, le plus gros succès du jeu vidéo de ces derniers mois, hein, c'est PlayerUnknown, voilà, ils ont vendu 4 millions sur la plateforme Steam. Voilà, c'est un jeu que personne n'a vu arriver. Enfin, moi je sais ce que c'est, le type, je le suis quand même depuis Arma, je vois ce qu'il a fait, voilà, mais je dirais que l'industrie l'a pas forcément vu arriver, donc tout le monde est surpris de ces chiffres de vente qui sont supérieurs à Horizon Dawn. Je crois que Sony a annoncé 3 millions d'exemplaires de Horizon Dawn sur PS4. Voilà, tu vois que tu as un jeu qui fait 4 millions sur la plateforme Steam sans aucun budget marketing, et je pense même qu'il va réinventer le code du multijoueur shooter, hein. Je pense que je serais pas étonné de voir des Call of Duty proposer des modes de jeu, hein, la Battle Royale, hein, avec cette île qui rétrécit et les combats qui vont voilà, je pense que ça, ils inventent, mais c'est pour ça que le jeu indépendant est très très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gros éditeurs globalement regardent ce que les autres font et essaient de reproduire un peu ce qui marche, et c'est pas là où le jeu vidéo va se renouveler, c'est vraiment les indépendants. C'est les indépendants, voilà, c'est Minecraft, là on parle de ce jeu-là, enfin il y a énormément de jeux qui réinventent le jeu vidéo, et ça vient de la scène indépendante. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les indépendants ont accès à des marchés où ils peuvent faire des soleils gigantesques et devenir eux-mêmes des éditeurs, hein, on l'a vu. Oui, même là avec Deck 13, ils éditent même, si je dis pas de bêtises. Non. Ils soutiennent ils soutiennent des studios, des petits studios allemands, des The Other 99. Alors cet aspect-là de la société, je suis un peu maladroit dans les termes que j'utilise, mais non, mais oui, ils aident, bien sûr. C'est un gros acteur allemand, hein, c'est un des plus gros studios allemands indépendants. Donc effectivement, il y a tout un écosystème en Allemagne. Ils n'ont pas les mêmes aides qu'en France. Ils n'ont non plus pas des acteurs comme Focus en France et d'autres qui peuvent financer des jeux. Ils en ont eu il y a quelques années, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, il y a Deep Silver Core Media, mais qui fait surtout de la distribution et qui fait aussi ses propres jeux. Donc voilà, ils aident des plus petits studios sur mobile, sur des jeux, des free-to-play, des choses comme ça, mais c'est pas un éditeur. C'est pas un éditeur. Et on le qualifierait comment alors C'est un studio. C'est un studio qui soutient, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, qui va financer, qui va partager effectivement, qui va mutualiser certains coûts et qui va aider des studios à avoir accès aussi à des marchés, des choses comme ça. Mais c'est pas un éditeur. Non, d'accord. Ok. Comme Focus n'est pas un studio de développement.
Et c'est chouette de voir ce genre de choses arriver. J'ai pas vu ça dans d'autres secteurs industriels, honnêtement. Qu'un studio en aide un autre. Ouais, c'est rare quand même. Bah disons que je trouve qu'il y a un esprit particulier dans le jeu vidéo qu'on voit pas souvent. Ouais, mais c'est aussi, on fait pas un jeu vidéo de la même manière qu'un film ou un disque. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est ça aussi qui change, quoi. Je veux dire, un studio de jeux vidéo, c'est des gens qui travaillent ensemble pendant des années souvent. Alors que sur l'industrie de l'entertainment, à part les groupes qui appartiennent souvent, enfin qui appartenaient à des maisons de disques, ou alors les films qui sont plutôt des expériences qui vont durer entre 1 mois à 6 mois, il n'y a pas la même chose, donc c'est pas pareil. Puis il y a un partage de la technologie, des connaissances, de tous ces trucs-là qui font que les studios quand même se rencontrent à travers pas mal d'événements. Aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup qui sont là ensemble et qui échangent, discutent, assistent à des conférences. Ouais, c'est pas la même, c'est pas la même chose, quoi, pour moi. Hein. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose d'à part et de particulier, c'est sûr. Et c'est pas toujours évident de le faire entendre et comprendre aussi auprès de nombreuses personnes. Je pense pas uniquement auprès du grand public, justement. C'est pas uniquement eux qu'il faut convaincre. Je pense notamment sur la scène politique. Est-ce que Focus est déjà rentré en des discussions sur la scène politique avec des personnes à ce niveau-là? Ou pas trop? Ouais, Est-ce qu'elle est considérée? Bien sûr. Bah écoute, moi personnellement, j'étais reçu par François Hollande l'année dernière. Ok. Donc ça m'a bien fait marrer, on a bien rigolé, on a fait des photos rigolotes. Donc vous avez eu une invitation comme ça? Non, j'ai reçu un prix. D'accord, ok. J'ai reçu un prix. Mais oui, non, mais c'est une petite blague. Enfin, ça nous a fait marrer sur le coup. Mais au-delà de ça, ouais, bien sûr. J'ai été vice-président du SNJV pendant un petit moment, l'époque où Nicolas Gaume était président. On a pas mal fait bouger les choses sur le crédit d'impôt auprès du CNC. Je pense qu'avec Nicolas, justement, on a fait tomber l'interdiction moins de 18 parce qu'on expliquait au CNC que c'était compliqué de demander aux studios de faire des jeux qui avaient uniquement un lien avec la culture française, qui devaient être pas 16+. Enfin, on leur expliquait que voilà, il fallait être capable d'aider les studios français à marcher avec des jeux compétitifs capables de séduire à l'international. Et on a fait bouger le crédit d'impôt, on a fait bouger justement sur la norme PEGI qui pouvait être un vrai frein à la création française. Donc maintenant un peu moins, parce que c'est vrai que Focus est rentré en bourse et encore plus de boulot pour moi. Donc j'ai lâché un peu le côté politique. D'accord. Et surtout pour aider plus le jeu vidéo à gagner à l'international, à réussir à l'international, c'est-à-dire vraiment driver derrière nous, à grandir, ouais, puis à les avancer. imposer à l'international, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve très excitant aujourd'hui, mais que ce soit pour un petit studio français ou même le petit studio suisse qui faisait Farming Simulator, on les a découverts. Effectivement, le jeu était distribué qu'en Allemagne où il marchait bien. Ils n'étaient pas forcément bien considérés par leurs distributeurs de l'époque, donc on les a un peu arrachés à tout ça et on leur a donné un destin international, puisque c'est dans le monde entier que ça cartonne. Farming Simulator, c'est ça qui est excitant. Et c'est pareil pour toutes ces entités françaises. C'est ça qui est sympa, le challenge il est là. Et c'est là où effectivement on prend beaucoup de plaisir. Donc à un moment, effectivement, j'ai lâché un peu le côté politique en me disant j'aurais plus d'impact finalement même sur l'écosystème français en réussissant avec Focus plutôt qu'en continuant. D'autres le font très bien, Julien Villedieu, Nicolas Gaume, enfin d'autres le font très bien et c'est leur boulot aussi. Maintenant je les soutiens quand il faut les soutenir. Là par exemple je suis là aujourd'hui. Ah oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, ouais. Et puis merci de ta présence. Alors tiens, une question d'un auditeur. Écoute, moi je pense que je suis un des premiers à avoir vu que le dématérialisé allait être le seul tuyau possible, puisque Focus s'est organisé dès 2005 autour de cette vision, cette anticipation. On a été les premiers à travailler avec Steam. Nous on travaille avec Steam depuis 2006. On vendait en ligne des jeux vidéo en 2002 sur nos sites internet et on n'a surtout pas ouvert de filiale de distribution dans le monde entier. C'est-à-dire que Focus, vraiment, on fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'international, 60% dématérialisé, et on fait ça avec une petite équipe française. On est 100 personnes et on pilote des lancements dans le monde entier. Et pour ceux qui vont sur Steam, ils voient souvent nos jeux dans les numéros 1 des ventes, mais ils le sont aussi en magasin quand on sort des jeux et on n'a pas ce problème. La dématérialisation, on l'a vu arriver
très vite, quoi. Et je peux vous annoncer que derrière, il y a le cloud gaming qui va arriver, donc le streaming du jeu vidéo, avec le débit va augmenter et je pense que tout le monde bientôt jouera à des jeux vidéo non pas sur une console ou un PC, mais tout simplement sur un écran connecté, que ce soit un téléphone, une télévision ou n'importe quel device connecté. Ça va aller vite. Pour toi, ça fera partie de l'avenir du jeu vidéo, ce cloud gaming, comme tu Ouais, dis. c'est déjà le présent. On est déjà sur sûr. tous les programmes. Sony a déjà un programme de cloud gaming avec pas mal d'abonnés qui tourne principalement aux États-Unis et qui va se déployer sur pas mal de leurs télé connectées, tous les appareils connectés. Donc il y aura. En fait, aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a 60 millions de PS4 qui ont été vendus dans le monde. C'est au final pas beaucoup par rapport à la population. Donc notre cible, elle est toute petite. Il y a 200-300 millions de joueurs sur PC, 40 millions sur Xbox One. Bon, c'est les consoles sur lesquelles on bosse, les plateformes sur lesquelles on bosse. Le jour où effectivement le cloud gaming va arriver dans tous les salons et dans tous les foyers, on va avoir tout de suite une audience de plusieurs milliards de personnes. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce qu'il y a toujours ce frein technique, matériel, qui fait que tout le monde ne peut pas jouer à un jeu vidéo. Par contre, tout le monde a commencé à jouer aux jeux vidéo grâce au smartphone. Puisque un appareil qui était fait pour passer des coups de fil, tout d'un coup permettait de jouer, envoyer des mails, prendre des photos, et tout le monde s'est mis à jouer aux jeux vidéo. Et de la même manière, ils vont tous jouer aux jeux vidéo sur des télés, sur des écrans, une fois que le streaming sera vraiment en place, avec le débit qui ne cesse d'augmenter. Oui, avant on jouait au Snake sur 3310, maintenant on joue à des jeux qui sont dans des réalisations aussi complexes qu'une réalisation sur une plateforme dédiée initialement sur console et PC. Ouais, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces jeux consoles que tu verras bientôt sur ton téléphone ou sur des télés connectés tout simplement, sans console, sans ordinateur. C'est là où il y a la vraie révolution et c'est là où il va se passer énormément de choses. Parce que tu vas être capable finalement de produire des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus pointues, beaucoup plus de niche, parce que ton audience, elle sera là. Elle sera plus accessible, tu pourras t'adresser plus facilement à eux. Bien sûr. Pour en revenir plus précisément à Focus, après ce planning de fin d'année, et je repense à Call of Cthulhu, Vampire, Space Hulk, Deathwing. Il y en a plein derrière. Il y a Werewolf, Gridfall, il y en a un paquet. Je parlais de Plague Tale avec Asobo. Il y a d'autres trucs qu'on va annoncer mais que j'ai pas le droit de dire là maintenant. Non, ça arrête pas. On continue. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup à toi pour ta présence. C'était un plaisir. Moi aussi.